Et si je vous parlais de marche, vous savez, ce geste du quotidien très banal qui consiste à poser un pied devant un autre, eh bien, la marche regorge de nombreux secrets. Elle est également une pratique spirituelle, un acte de méditation, d'introspection. Pour parler de marche, nous recevons un écrivain qu'on ne présente plus en Côte d'Ivoire, sulfureux, reconnu pour ses engagements politiques. Je veux parler de quelqu'un que vous allez découvrir dans un instant. Pour le savoir, restez avec nous pour le décryptage. C'est un honneur de vous recevoir. Ah bon, je ne savais pas. Vous êtes une figure importante de notre littérature. Pour savoir assis ici, ça donne également beaucoup plus de cotes aux écrivains qui passeront après vous. Je me surprends quand je me dis, vous êtes un écrivain important, vous êtes une figure littéraire. Moi, je passais mon temps à éprouver, à manifester l'admiration que j'avais pour les autres. On parle aujourd'hui de l'itinérant, votre dernier. J'hésite à dire roman, parce que vous hésitez également à dire roman. Je vous prends au mot. Et ça m'intéresse parce que je pose toujours la question aux écrivains sur le choix du genre. Qu'est-ce qui préside au choix du genre? Est-ce que le genre, il vient avant l'histoire, ou l'histoire définit son propre genre? Je vous lis dans l'avertissement. Oui. Ballade, méditation, récit voltairien et empathéen, prose philosophico-romanesque. Voilà comment apparaît ce texte que je n'ai voulu insérer dans aucun genre littéraire précis, même si, pour des questions éditoriales, il porte la mention roman. Oui. Qu'est-ce qui préside au choix du genre pour Tibius Kofi? La trame surtout, l'objectif qu'on veut atteindre. Parce que quand je veux écrire une pièce de théâtre, je sais, c'est l'art dramatique, je vois d'abord la mise en scène, les effets comiques que je veux produire, alors j'écris une pièce de théâtre. Quand je veux utiliser un raccourci pour raconter une histoire plaisante, je prends la nouvelle. Mais quand j'ai envie de divulguer mes idées, c'est dans les romans surtout que j'expose les grandes idées qui fondent mon personnage et qui sont dans mes entrailles. Sinon, une pièce de théâtre, une nouvelle, n'est pas le lieu, franchement, des réflexions philosophiques. Mais lorsque j'ai envie d'exposer les idées qui me sont chères, alors j'écris un roman. On en vient à ce fameux itinérant. Walker, marcheur, philosophe, mais également cardiologue. Mais avant de parler de sa marche, d'abord, Walker, c'est un personnage retraité. C'est un vieillard, en quelque sorte. On va dire ça. Il n'y a pas très longtemps, on recevait Tanella Boli, qui, elle aussi, avait songé à insérer un personnage retraité également, de la cinquantaine, dans son roman. Alors, pourquoi le besoin, pour les écrivains de votre génération, d'imaginer des personnages qui sont en fin de vie? C'est un peu une part de nous. C'est le spectre du temps qui passe, la vieillesse, nous harcèle, ça nous obsède. Plus le temps passe et puis plus on est interpellé par le spectre de la mort et puis un besoin aussi de se succéder à soi-même, de créer quelqu'un qui va continuer l'aventure de notre propre personnage. Je crois qu'il y a cela chez nous. Et c'est très prononcé chez moi. Je suis un gros malade ou un hypocondriaque, mais par exemple, je peux vous faire une révélation. Je suis incapable de dormir seul dans une maison. Je ne peux pas. C'est bon à savoir pour les lecteurs, j'imagine. Je ne peux pas dormir seul dans une maison. Je ne peux pas rester seul dans une maison. Dès que je commence à avoir des palpitations, je m'imagine un infarctus, un AVC, un truc comme ça. Alors, je vais appeler mon médecin, je vais appeler celui qui... Bon, maintenant, ils rigolent tous. Bon, écoute, déconne pas, tu n'es pas malade. Vous êtes une sorte de malade imaginaire, référence à l'état mondial. Oui, mais c'est ça aussi qui nous permet de créer. C'est vrai, cette obsession du mourir, la possibilité de mourir, cette possibilité-là. Camus disait que nous sommes tous en sursis. Nous, effectivement, nous sommes en sursis. D'un moment à l'autre, on pourrait partir. Mais qu'est-ce que je laisse? Est-ce que ces traces que je laisse sont considérées comme des références? Elles sont capables de me remplacer véritablement? Elles sont capables de dire mon personnage de manière qualitative comme je l'aurais souhaité? Ce sont des choses qui nous habitent.
on sent que vous êtes habité et la notion spirituelle est très présente chez vous, depuis, dans votre écriture en tout cas. Donc Walker, marcheur, personnage retraité, cardiologue, il marche pour tâter le pouls de la ville, on le sait. Oui, alors, une anecdote. J'ai dit que j'ai écrit quelque part un truc est cardiologue, et puis quoi là? Philosophe? Philosophe? Non, ne va pas de pair, on n'en trouve pas. Je me suis trompé. J'ai trouvé aux États-Unis un cabinet d'un cardiologue, philosophe et cardiologue. Mais alors, quand j'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas croyable. Ça existe. Oui, c'est un philosophe. C'est un cardiologue et qui a enseigné la philosophie. Et je l'ai rencontré, on a discuté. Professeur de philo, il était un cardiologue. J'ai vu aussi en France un endroit là où on dit que le type était cardiologue, et puis je regarde dans son parcours, il a fait des études de philosophie, il avait des humanités réelles. Il est même temps cardiologue. Mais c'est vrai que les grands médecins sont de grands lettrés. Sont de très très grands lettrés. Il y a même un domaine des universités qu'on appelle les humanités médicales, médecine et littérature. Oui. Mais revenons à Walker Tibus-Scofield, je sens que le sujet vous passionne. Donc Walker, on disait qu'il est marcheur, mais pour lui, la marche n'est pas anodine, c'est pas un geste gratuit, banal qu'il fait. C'est un acte de pensée. Alors, dans quelle mesure on pourrait lier l'acte de marcher de l'acte d'écrire? Mais marcher, c'est laisser des traces. Chaque pas qu'on pose est une interrogation qu'on lance à la terre. Et chaque pas a une résonance. Ceux qui sont attentifs au discours du sol et de la terre savent ce langage-là. J'adorais souvent marcher pieds nus pour avoir le contact avec le sol. Maintenant, je suis diabétique. Mon médecin m'a dit, ne t'amuse pas. Si jamais tu as une égratignure à l'orteil, c'est l'amputation. Donc, je ne peux plus m'amuser à marcher pieds nus. Donc, marcher, c'est interroger la terre. Marcher, c'est poser des questions à l'air, au vent, à l'univers même, à l'immensité qui est ouverte à nos sens et qui nous interpelle. Marcher, c'est aller de l'avant. C'est refuser de rester sur place. C'est interroger le progrès. Interroger le progrès. Celui qui marche est toujours en mouvement. Il est sans cesse en interpellation de soi-même aussi. Soi-même certes, mais interpellation du monde alentour. Interpellation du monde alentour. Alors, Walker, c'est quelqu'un qui marche, qui est en mouvement, mais très lent. Et il s'oppose à la vitesse du développement alentour, ambiant en tout cas. Mais en même temps, il est paradoxal parce qu'il aime s'asseoir dans un lieu particulier. Il s'assoit, et quand il s'assoit, c'est dans les WC. Je lis. Et il urinait avec délice, tout en libérant des paix dont la variation des sons lui procurait un plaisir étrange de dérégler. L'une des passions de Walker, c'est les WC. Et surtout, il est scatologique, les excréments. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si passionnant dans les excréments et dans les WC? Il y a un plaisir étrange, bizarre en cet endroit. Mon ami Desgard, Désiré Gado, le plus grand guitariste de ce pays, avait une guitare dans ses toilettes. Quand il s'assoit et met la guitare, son épouse me dit, il est capable de passer 1 heure là-bas, en train de jouer. Et moi aussi, c'est ma mauvaise habitude. Je vais souvent dans les WC avec un stylo, une feuille, je suis assis là-bas. C'est bizarre, dès que je suis assis là-bas, je libère. En même temps que je défèque, en même temps ça me libère le cerveau et j'ai des grandes idées comme ça qui sortent automatiquement, je les écris, je les transcris. Il y a une espèce de plaisir indélicat et bizarre à rester dans cet endroit où on est assailli d'odeurs pas toujours élégantes, mais on s'y accoutume et puis on a l'impression que ça nous inspire. Tout comme les amateurs de la drogue vous diront que l'odeur du cannabis, ça les inspire. Je n'ai jamais pu supporter cette odeur-là, mais ça les inspire, ça les inspire. Très bien, bon, voilà. Très bien, Tibus-Scofield. on revient à vous dans pas longtemps. Il y a quelqu'un en dehors de ce plateau pour l'instant qui a hâte de vous poser une question. L'instant lecteur.
Walker, le personnage principal de l'itinérant de Tiberius Coffey, est certes âgé, retraité, mais il sait parler à la jeunesse. C'est d'ailleurs un jeune lecteur que nous recevons aujourd'hui. Cheikh Ahmed, étudiant, Oui. mais également slammer. Aussi slammer. Donc, Beaucoup praticien. plus slammer dans ce contexte-là. Ok, beaucoup plus slammer qu'étudiant. Vu le contexte. Vu le contexte entre les lignes. Donc, bienvenue chez vous. C'est la maison de tous les artistes, qu'ils soient slammeurs, écrivains, metteurs en scène. Vous avez lu l'itinérant de Tiberius Coffey. Effectivement. Et qu'en avez-vous pensé? À l'habitude de l'auteur, je pensais que c'était un très bon livre. Je l'ai dégusté, je l'ai savouré. Comme je n'ai pas lu toute la bibliographie de l'auteur, mais les quelques livres de Tiberius Coffey que j'ai pu lire, eh bien, je les ai tous aimés. Très bien, alors je vous suggère, à part celui-là, Mémoire d'une tombe, qui est l'un des meilleurs romans de Tiberius Coffey. D'ailleurs, il est là face à vous pour poser votre question. Eh bien, pourquoi est-ce que dans ce livre-là, le personnage principal, Walker, il remet en cause l'histoire de la découverte de l'Amérique? Parce que c'est cela, la vérité historique, hein, je ne fais que restituer à l'histoire sa propre vérité. Il a été démontré que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on continue d'enseigner cette aberration-là aux enfants. Il est prouvé que l'Amérique a été, bien avant Christophe Colomb, les Polynésiens qui étaient d'habiles navigateurs avaient déjà découvert l'Amérique. Merci Tiberius Coffey, merci Cheikh Ahmed d'être passé nous voir. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie également de poser une question à Tiberius Coffey. Celui-là, c'est pour la question selfie. Salut, moi c'est Sarah, j'ai bien apprécié votre ouvrage et félicitations pour le travail. Mais j'ai une question à vous poser. Tiberius Coffey, pourquoi dans ce roman vous avez opté pour le mélange des genres littéraires? L'art de mélanger les genres n'est pas nouveau, ce n'est pas moi qui l'invente. Depuis les années 60-70, Charles Leclerc avait déjà publié Violent y était le vent où on voyait ces techniques d'écriture. Bon, en bref, je suis poète, romancier, essayiste, novelliste, auteur dramatique, musicien. J'ai tous ces talents, moi. Je ne fais pas offense à l'un de mes talents. Donc quand j'écris, je fais appel à toutes ces ressources pour varier mon registre d'écriture. Je suis dans un système je suis, si vous voulez, tributaire d'un héritage littéraire où on a appris à varier l'écriture. Donc c'est tout cela que je mets en branle lorsque je me mets à écrire. Et parlant de mélange des genres, je songe à l'avant-dernière partie de l'itinérant, qui est une pièce de théâtre, une petite pièce domestique à deux personnages, et le titre de la pièce est Habla Poku et Socrate. Donc c'est un dialogue entre El Baoul et le docteur qu'on imagine être l'itinérant. Alors El Baoul qui dit « Évitons aussi de chercher à distraire l'autre et répondons directement aux questions clairement posées. Si je vous ai bien compris, vous estimez, cher ami et brillant collègue, que la reine Habla Poku aurait dû choisir de mourir. C'est bien cela ?» Et le docteur, l'itinérant, de répondre, c'est cela même. Tiberius Coffey, est-ce que Habla Poku aurait dû choisir de mourir? Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec le mec qui qu'Habla Poku choisisse de mourir. Non, je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent qu'on est héros que dans la mort. Non, je pense qu'Habla Poku a bien fait de survivre. Elle avait une mission accomplie, elle devait conduire un peuple jusqu'à la destination qu'elle entrevoyait, qu'elle avait entrevue dans une vision. Les devins lui ont dit, voilà la mission qui t'attend, tu auras des problèmes dans ce pays, tu vas conduire ton peuple vers des rivages plus pacifiques. Il fallait qu'elle accomplisse sa mission. S'il y avait un auteur qui vous a influencé, un seul, que vous pourriez citer, serait lequel ou laquelle? Ça vous paraît bizarre. Albert Camus. Albert Camus. C'est l'auteur que je lis, que je relis. Je ne suis pas rassasié de lire Camus. Quel texte en particulier? La peste. La peste. La vie. Camus, que Jean-Paul Sartre appelait le philosophe pour classe terminale. D'ailleurs, c'est à Camus que nous rendrons hommage dans les grandes plumes. Albert Camus est un écrivain philosophe, romancier et nouvelliste français, né le 7 novembre 1913 à Mondeville, en Algérie, alors colonie française. Il est décédé le 4 janvier 1960 à Villeblevin, dans l'Yonne. Il est connu pour son engagement dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale et pour ses prises de position en faveur des libertés individuelles. Son premier roman,
L'étranger, publié en 1942, reste un ouvrage emblématique de la littérature du XXe siècle. Dans les années 1930, il fréquente le milieu littéraire algorien et côtoie de futurs grands écrivains et éditeurs, parmi lesquels Max-Paul Fouché, Edmond Charlot et Emmanuel Robles. En 1935, il adhère au Parti communiste algérien, puis le quitte en 1937. Il crée successivement deux théâtres, le théâtre du travail sous l'égide du PCA, puis le théâtre de l'équipe, suite à son départ du parti. En 1937, il publie sa première œuvre littéraire, L'envers et l'endroit, constituée d'une suite d'essais. Il intègre la rédaction du journal Alger républicain, où ses écrits sont remarqués. Le journal est interdit en 1940, date à laquelle Albert Camus épouse Francine Faure, une mathématicienne et pianiste française, à laquelle il restera marié sa vie malgré de nombreuses aventures. Ils s'installent tous deux à Paris, où Albert travaille comme secrétaire de rédaction du journal Paris Soir et où il crée la revue Rivage. Sous l'impulsion d'André Malraux, rencontré quelques années plus tôt à Alger, l'auteur publie son premier roman en 1942, L'étranger, qui demeure à ce jour une œuvre majeure de la littérature française. Albert Camus, prix Nobel de littérature, écrivain engagé qui continue de compter. On se souvient tous de son discours de réception pour le prix Nobel qui marque toutes les générations d'écrivains. Oui, vous dites oui, ce discours. C'est profond, ça véhicule. Tout l'humanisme camusien se trouve dans ce discours d'anthologie. C'est un peu ça qui a fait que je me suis fâché quand on m'a attribué le prix Bernard Dadier. Je rêvais d'avoir cet espace-là pour leur délivrer un texte à la hauteur d'Albert Camus sur la littérature. Alors j'ai bien envie, pour finir la série de questions sur l'itinérant, lire un extrait de Obat pour Moya. C'est celui de la page 20. Vous écrivez « Moya, là-bas sur ton île, une autre main, la tienne, à la recherche d'une paume amie, la main de scribe d'un itinérant, en rupture avec l'absurdité alentour. Kofi qu'il se nomme. Itinérant, c'est Tiberius Kofi? Oui, c'était moi. Vous savez, la poésie a son côté intimiste et fortement biographique. Moins que dans le roman, dans la poésie, on injecte une grande part de nous-mêmes. Donc Walker, c'est Tiberius Kofi. Walker, oui, c'était une part de moi lorsque j'étais en exil, parce que je marchais beaucoup. De toute façon, j'ai conservé cette habitude de la marche. Et j'ai compris que les grands moments de marche précèdent les grands moments de création. Plus je marche, plus je réfléchis, plus mes idées deviennent matures et plus facilement j'écris. Mais oui, Obat pour Moya, c'est... Alors, cher lecteur, n'oubliez pas, Obat pour Moya, un long poème de Tiberius Kofi, un poème érotique, un poème amoureux, dédié à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Érotique, non, c'est un poème d'amour. Non, cette femme, je l'ai vraiment aimée. Je l'ai aimée, je l'ai sublimée, et il fallait que je laisse quand même ce texte, quoi. Ce texte, bon. À très bientôt, Tiberius Kofi. Merci beaucoup, M. Agnessan. Je suis très content d'avoir fait vos connaissances et d'avoir échangé avec vous. Je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, cette émission sera explosive, tant on aurait des choses à se dire sur l'itinérant de Tiberius Kofi. J'espère qu'après cette émission, vous courez vers toutes les librairies pour vous offrir ce bijou romanesque de Tiberius Kofi. En attendant, comme j'aime vous le répéter dans cette émission, lire des livres, des livres. Alors maintenant, place au slam. Allô, allô, oh, eh. Allô, oh, allô, eh. Sa grandeur est incontestée, mais elle reste en toute humilité sous nos pieds. Elle est notre source de gravité, mais nous laisse la latitude de faire ce qui nous sied, y compris croire que nous la piétinons alors qu'en vérité elle nous porte et supporte, y compris croire que nous la contrôlons alors qu'en vérité c'est elle la plus forte.
Certes, nous sommes des milliards et elle n'est qu'une. Mais c'est bien de son sein que découlent toutes nos fortunes. Toutes nos richesses sont accouchées par son ventre. Et ce qui nous maintient en vie nous est servi par son antre. Elle entend. Elle entend. Elle entend sans subit tout de nous chaque jour. Mais pour ses enfants, une mère ne tarit jamais d'amour. Alors nous puisons, en usant, en abusons chaque seconde. Et les rares fois où nous émergeons de nos folies, c'est quand on entend parler de la fin du monde. Et dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler. Allô, 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 oh, oh. Allô, oh, 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 ouais. Allô, oh, oh. Allô, oh, 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 oh. Allô, oh, oh. Allô, oh, 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 ouais. Allô, oh, oh. Allô, oh, 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 ouais. À force de lui marcher dessus, on croit avoir pris le dessus. Alors que nous savons bien l'arrière-goût de ses réactions quand de nous elle est déçue. Quand nous lui infligeons torture sur torture. Oh, oh ciel, nous sommes si souvent amnésiques de la colère de Dame Nature. Et nous croyons agir dans notre intérêt et ce sans conséquence. Mais regardez autour de vous, le karma a déjà commencé à se charger de nos pauvres consciences. Persuadée que ce n'est qu'à elle qu'on fait du tort, mais quand il n'y aura plus d'eau, d'oxygène, ce n'est pas à elle que sourira en premier la mort. Elle nous voit et elle entend. Elle entend nos quelques SOS, protégeons la planète. Elle nous regarde sur notre piédestal et se dit intérieurement, mais qu'est-ce qu'il se la pète? Car en vérité, ce n'est pas elle qu'il faut sauver en fait, mais plutôt nos poumons, nos estomacs, nos pauvres têtes. Et dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler. Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Allô, allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Car les hommes meurent et la terre demeure sous les cieux. Oui, elle demeurera avec ou sans oxygène, couverte de feu ou de glace, ça ne lui pose aucune gêne. Elle demeurera même noyée par la souillure, étouffée par les ordures. Elle demeurera décapée de sa vertu ou amputée de sa nature. Elle demeurera. Parce que elle, c'est Madame la Terre, elle a l'habitude de s'acclimater. Par contre, on ne saurait en dire autant en ce qui concerne l'humanité, surtout lorsqu'elle n'aura eu autre choix que de pleurer des larmes acides en réponse à nos comportements qui nous guident tout droit dans le mur du suicide. Alors ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Par contre, celle de l'ère humaine risque de souffler sous les cieux. Si nous ne guérissons pas de nos boulimies morbides, la fin aura raison de nos existences et nous aurons simplement récolté que le fruit de nos semences. Mais dans son amour infini et indéfini, elle ne cesse de nous interpeller, de nous appeler, de nous interpeller, de nous appeler. Allô? Allô, ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Seuls les humains devront un jour faire leurs adieux. Allô, 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 ici la terre, la fin du monde n'aura pas lieu. Car les hommes meurent, mais la terre demeure sous les cieux.